La patte de singe de William Waymark Jacobs. Conté par Rafadam. Dehors, la nuit était froide et humide, mais dans le petit salon de Laburnham Villa, les stores étaient baissés et le feu brûlait vivement. Le père et son fils jouaient aux échecs. Le premier, qui avait sur le jeu des idées impliquant des mouvements rapides, soumettait son roi à des dangers si grands et si peu nécessaires qu'ils attiraient même des commentaires de la part de la vieille dame aux cheveux gris qui tricotait près du feu. « Écoutez le vent !» dit Mr. White, qui, ayant remarqué trop tard une erreur fatale, essayait gentiment d'empêcher son fils de s'en rendre compte. « J'écoute, » répondit celui-ci, surveillant d'un air grave l'échiquier tandis qu'il avançait la main. « Échec ?»« Je ne crois pas qu'il va venir ce soir, » dit son père, la main posée sur l'échiquier. « Mat, » répondit le fils. « C'est ça qui est terrible quand on vit loin de tout, » brailla Mr. White avec une violence soudaine et sans raison apparente. « De tous les endroits infects et éloignés de tout où on peut vivre, celui-ci est le pire. Les chemins sont des marécages et les routes sont des torrents. Je ne sais pas à quoi pensent les gens. Je suppose parce qu'il y a seulement 2 maisons le long de la route. Ça n'a pas d'importance. »« Ça ne fait rien, mon cher, » dit sa femme d'un ton apaisant. « Tu gagneras peut-être la prochaine fois. » Mr. White lui lança un regard sévère, juste à temps pour intercepter un regard de connivence entre la mère et le fils. Les mots moururent sur ses lèvres, et il cacha un sourire honteux derrière sa barbe grise. « Le voici, » dit Herbert White, tandis que le portail claquait et qu'un pas lourd s'approchait de la porte. Le vieil homme se leva avec hâte, ouvrit la porte, et on l'entendit accueillir aimablement le nouvel arrivant tout en le plaignant. Comme celui-ci s'apitoyait également sur son sort, Madame White fit en tout sautant doucement, tandis que son mari rentrait dans la pièce, suivi par un homme grand et robuste, à l'œil perçant et au visage rubicond. « Le sergent-major Morris !» fit-il en l'introduisant. Le sergent-major leur serra la main, et prenant le siège qu'on lui offrait près du feu, il regarda avec satisfaction son hôte sortir du whisky, des verres et poser une petite bouilloire en cuivre sur le feu. À partir du 3e verre, ses yeux devinrent plus brillants. Il commença à parler, et toute la petite famille regardait avec intérêt ce voyageur qui avait vu des contrées lointaines, tandis qu'il carrait ses larges épaules dans un fauteuil, et évoquait des scènes étranges, des actes de bravoure, des guerres, des épidémies et des peuples étrangers. « Et tout ça pendant 21 ans !» dit Mr. White, s'adressant à son épouse et à son fils. « Quand il est parti, ce n'était qu'un gamin. Et regardez-le maintenant. »« Cela n'a pas l'air de lui avoir fait grand mal, » dit poliment Madame White. « Moi aussi, j'aimerais aller en Inde, » dit le vieil homme. « Juste pour voir, vous savez. »« Vous feriez mieux de rester où vous êtes, » dit le sergent-major, secouant la tête. Il reposa son verre vide et, soupirant doucement, il secoua à nouveau la tête. « J'aimerais voir ces vieux temples et ces fakirs, et ces jongleurs, » dit le vieil homme. « Qu'est-ce que vous aviez commencé à me raconter l'autre jour, Maurice? Vous savez, à propos d'une patte de singe ou quelque chose comme ça. »« Rien, » répondit hâtivement le soldat. « En tout cas, rien qui ne vaille la peine d'être entendu. »« Une patte de singe ?» demanda Madame White curieuse. « Eh bien, c'est seulement ce qu'on pourrait appeler de la magie, » dit le sergent-major d'un air désinvolte. Ces 3 interlocuteurs s'étaient penchés en avant, passionnés. Le visiteur porta distraitement à ses lèvres le verre vide, puis le reposa. Son hôte le lui remplit. « À la regarder, » dit le sergent-major en fouillant sa poche. « C'est juste une petite patte très ordinaire, toute séchée, comme une main de momie. » Il fouilla dans sa poche et leur présenta la chose. Madame White se recula en grimaçant, mais son fils, la prenant dans la main, l'examina avec curiosité. « Et qu'est-ce que cela a de spécial ?» demanda M. White, la prenant des mains de son fils. Après l'avoir examinée, il la posa sur la table. « Un vieux fakir l'a ensorcelé, » dit le sergent-major. « Un très saint homme. Il voulait montrer que le destin régit la vie des hommes, et que ceux qui voulaient interférer avec lui le faisaient à leur risque et péril.
Il y plaça un charme afin que 3 hommes différents puissent chacun lui faire exaucer 3 vœux. Son ton était si impressionnant que ses interlocuteurs prirent conscience que leur petit rire n'était pas de circonstance. « Eh bien, pourquoi n'avez-vous pas fait 3 vœux, monsieur ?» demanda intelligemment Herbert White. Le soldat lui adressa un regard qui était celui qu'un homme mûr peut adresser à un jeune homme présomptueux. « Mais je les ai faits, » dit-il doucement tandis que son visage marbré pâlissait. « Et vos 3 souhaits se sont-ils vraiment réalisés ?» demanda Miss White. « Oui, » dit le sergent-major, et son verre heurta ses dents lorsqu'il le porta à ses lèvres. « Et quelqu'un d'autre a-t-il formulé ces 3 vœux ?» s'enquit la vieille dame. « Le premier a fait ses 3 vœux, oui. Je ne sais pas quels étaient ces 2 premiers. Mais le 3e était la mort. C'est ainsi que j'ai récupéré la pâte. » Son ton était si grave que le silence s'abattit dans la pièce. « Si vous avez fait vos 3 vœux, elle ne vous sert plus à rien alors, Maurice, » finit par dire le vieil homme. « Pourquoi la garder ?» Le soldat secoua la tête. « Une lubie, je pense, » dit-il lentement. « Si vous pouviez faire 3 souhaits de plus, » dit le vieil homme, le regardant attentivement, « vous les feriez ?»« Oh, je ne sais pas, » répondit l'autre. « Je ne sais pas. » Il prit la patte de singe, la tint entre le pouce et l'index, la balança quelques instants, puis soudain, il la jeta au feu. White, avec un petit cri, se pencha et l'arracha aux flammes. « Vous feriez mieux de la laisser brûler, » dit le soldat d'un air solennel. « Si vous n'en voulez plus, Maurice, » dit le vieil homme, « donnez-la-moi. »« Non, » répondit son ami avec obstination. « Je l'ai jetée au feu. Si vous voulez la garder, ne venez pas me reprocher ce qui pourra arriver. Remettez-la dans le feu comme un homme raisonnable. » L'autre secoua la tête et examina avec attention sa nouvelle possession. « Comment fait-on » demanda-t-il. « Tenez-la dans votre main droite et énoncez votre vœu à haute voix. Mais je vous avertis, prenez garde aux conséquences. »« Oh, se croirait dans les contes des 1001 nuits, » dit Madame White, tandis qu'elle se levait et commençait à préparer le souper. « Ne crois-tu pas que tu pourrais faire le souhait que je dispose de 4 paires de bras ?» Son mari tira le talisman de sa poche, et tous 3 éclatèrent de rire, tandis que le sergent-major, l'air paniqué, le prenait par le bras. « Si vous devez faire un souhait, alors souhaitez au moins quelque chose de sensé. » Mr. White rangea l'objet dans sa poche, puis plaçant les chaises, il invita son ami à passer à table. Durant le repas, le talisman fut en partie oublié. Et par la suite, tous 3 s'installèrent pour écouter un second épisode des aventures indiennes du soldat. Si l'histoire de la patte de singe n'est pas plus digne de foi que toutes celles qu'il nous a racontées, dit Herbert tandis que la porte se refermait sur leur invité, parti juste à temps pour attraper le dernier train. On ne devrait pas en tirer grand-chose. Eh bien, dit Herbert feignant l'horreur, nous allons être riches et célèbres et heureux. Fais le souhait d'être empereur, papa, pour commencer. Comme ça, tu ne risqueras pas d'être dominé par ta femme. Poursuivi par une Madame White outragée et armée d'un appuie-tête, il se réfugia de l'autre côté de la table. Mr. White sortit la patte de sa poche et la regarda d'un air dubitatif. « Je ne sais quoi souhaiter, c'est ça, » dit-il doucement. « Il me semble que j'ai tout ce dont j'ai besoin. »« Si tu pouvais seulement finir de payer la maison, tu serais content, non ?» dit Herbert, posant la main sur son épaule. « Eh bien, demande juste 200 livres, ça fera juste le compte. » Son père, souriant honteusement de sa propre crédulité, brandit le talisman, tandis que son fils, d'un air solennel démenti par un clin d'œil à sa mère, s'essayait au piano et jouait quelques notes impressionnantes. « Je voudrais 200 livres, » énonça distinctement le vieil homme. Un accord fracassant accompagna ces mots, mais soudain le vieil homme poussa un cri de terreur. Sa femme et son fils coururent à lui. « Elle a bougé !» cria-t-il, regardant avec dégoût l'objet qui gisait sur le sol. « Quand j'ai formulé le souhait,
Elle s'est tortillée dans ma main comme un serpent. Bon, je ne vois pas l'argent, dit son fils tandis qu'il ramassait la pâte et la posait sur la table. Et je crois bien que je ne le verrai jamais. Oh, ça doit être une idée, papa, dit sa femme le regardant avec angoisse. Il secoua la tête. Peu importe. De toute façon, il n'y a pas de mal. Mais ça m'a fichu à un coup quand même. Ils se rassirent devant le feu tandis que les deux hommes finissaient leur pipe. Dehors, le vent soufflait plus fort que jamais, et le vieil homme sursauta nerveusement en entendant une porte claquer à l'étage. Un silence inhabituel et déprimant s'installa entre eux, et dura jusqu'à ce que le vieux couple monte se coucher. « J'espère que vous trouverez l'argent ficelé dans un sac au milieu de votre lit, » dit Herbert, tandis qu'il leur souhaitait une bonne nuit. « Il y aura quelque chose d'horrible perché au-dessus de la penderie, et qui vous regardera tandis que vous empocherez l'argent si mal acquis. » Il resta assis dans les ténèbres, regardant le feu mourant. Il croyait y distinguer des visages. L'un d'eux était tellement horrible et simiesque qu'il le contempla avec ébahissement. Il lui semblait le voir devenir vivant, et avec un petit rire gêné, Herbert tendit la main vers la table pour prendre un verre d'eau, afin de la lancer sur le feu. Mais ce fut la patte de singe qu'il saisit, et avec un léger frisson, il essuya sa main sur son manteau et monta se coucher. Le lendemain matin, tandis que la lumière du soleil d'hiver inondait la table du petit déjeuner, Herbert riait de sa frayeur. Toute la pièce avait un air sain et prosaïque qu'elle n'avait pas la veille au soir. Et la petite pâte sale et desséchée avait été jetée sur le buffet avec une négligence qui ne montrait pas une très grande foi en ses pouvoirs. « Je suppose que tous les vieux soldats sont les mêmes, » dit Madame White. « Quelle idée d'écouter de belles bêtises. Comment des vœux pourraient-ils être exaucés de nos jours? Et même s'ils le pouvaient, comment 200 livres pourraient-elles te faire du mal, papa? » Elle pourrait lui tomber du ciel en plein sur la tête, fit facétieux Herbert. Maurice a dit que les choses arrivaient de façon si naturelle, dit son père, qu'on pouvait toujours les attribuer à une simple coïncidence si on voulait. Eh bien, j'espère que tu ne toucheras pas l'argent avant mon retour, dit Herbert se levant de table. J'ai bien peur qu'il fasse de toi un homme radin et avare, et que nous soyons forcés de te renier. Sa mère éclata de rire, et l'accompagnant à la porte, elle le regarda descendre la route. Puis retournant à la table du petit déjeuner, elle se moqua de la crédulité de son mari. Ce qui ne l'empêcha pas, lorsque le facteur frappa à la porte, de se précipiter vers lui, ni de faire une brève remarque sur les sergents-majors à la retraite, portés sur la boisson, lorsqu'elle se rendit compte qu'il n'y avait au courrier qu'une facture du tailleur. « Ah, nous aurons encore droit à des plaisanteries d'Herbert, je suppose, quand il rentrera, » dit-elle, tandis qu'elle prenait place à table pour le dîner. « Je crois bien, » dit M. White, se servant de la bière. « Mais en tout cas, la chose a bien bougé dans ma main, j'en jurerai. » « Tu l'as cru, » dit la vieille dame d'un ton apaisant. « Je te dis qu'elle a bougé, y a pas de doute là-dessus. J'avais seulement... » Quoi, qu'est-ce qui se passe? La femme ne répondit pas. Elle observait les mouvements énigmatiques d'un homme au dehors, qui regardait la maison d'un air indécis et semblait essayer de se décider à y entrer. Établissant une connexion mentale avec les 200 livres, elle remarqua que l'étranger était bien vêtu et portait un chapeau de soie tout neuf. 3 fois, il s'arrêta au portail pour se remettre à marcher. La 4e fois, il posa la main dessus, puis, avec une brusque résolution, l'ouvrit à la volée et emprunta l'allée. Madame White, au même moment, enleva précipitamment son tablier et le cacha sous un coussin. Elle fit entrer l'étranger dans la pièce. Il semblait mal à l'aise. Il lui jetait des coups d'œil furtifs, tandis qu'elle s'excusait pour le désordre de la maison et pour la veste que portait son mari et qu'il réservait habituellement plutôt pour le jardin. Puis elle attendit, avec autant de patience qu'elle put, que l'homme abordât la raison de sa visite. Mais au début, il resta étrangement silencieux. « On m'a demandé de passer, » finit-il par dire. Puis il se pencha pour enlever un petit bout de coton accroché à son pantalon. « Je viens de chez Moe & Miggins. » La vieille dame sursauta. «
Est-il arrivé quelque chose demanda-t-elle haletante. Il est arrivé quelque chose à Herbert. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Son mari s'interposa. Là, maman. Assieds-toi et ne fais pas de conclusions hâtives. Vous ne nous amenez pas de mauvaises nouvelles, j'en suis sûr, monsieur, lui dit-il en le regardant tristement. Je suis désolé, commença le visiteur. Est-il blessé? Demanda la mère. L'autre baissa la tête en signe de confirmation. Seulement blessé, dit-il doucement, mais il ne souffre plus. Oh, Dieu merci, dit la vieille femme, joignant les mains. Dieu merci, Dieu. Elle s'arrêta soudain, tandis qu'elle comprenait la signification sinistre de cette réponse, et elle trouva la terrible confirmation de ses craintes dans le regard fuyant de l'homme. Elle reprit son souffle, puis se retourna vers son mari à l'esprit moins vif. Elle posa sa vieille main tremblante sur la sienne. Il y eut un long silence. Il a été pris dans une machinerie, finit par dire à voix basse le visiteur. Pris dans une machinerie? Répéta M. White hébété. Oui. Il s'assit, regardant par la fenêtre d'un air absent, puis prenant la main de sa femme entre les siennes, comme il l'aurait fait du temps où il lui faisait la cour, presque 40 ans auparavant. C'était le seul qui nous restait, dit-il, se tournant doucement vers le visiteur. C'est dur. L'autre tout sauta, et se levant, marcha lentement vers la fenêtre. La société m'a demandé de vous faire part de sa sincère compassion pour votre terrible perte, dit-il sans se retourner. Je pense que vous comprenez que je ne suis que le messager et que je ne fais qu'obéir aux ordres. Il n'y eut pas de réponse. Le visage de la vieille femme était blanc, elle avait le regard fixe, et on l'entendait à peine respirer. Son mari avait un regard qui aurait pu être celui de son ami le sergent lors de son premier combat. « Je dois dire que Moe & Miggins décline toute responsabilité, » continua l'autre. « Toutefois, en considération pour les services rendus par votre fils, il désire vous faire bénéficier d'une certaine somme à titre de compensation. » Mr. White laissa retomber la main de sa femme, puis se remettant debout, lança un regard horrifié à son visiteur. De ses lèvres sèches, il articula. « Combien ? » 200 livres, fut la réponse. Sans entendre le cri de sa femme, le vieil homme sourit faiblement, puis il tendit les mains devant lui comme un aveugle et s'écroula au sol comme une masse. Dans le nouveau cimetière, à 2 miles de là, le vieux couple enterra son mort, puis rentra à la maison dans l'ombre et le silence. Tout avait été si rapide qu'au début, ils pouvaient à peine réaliser ce qui leur arrivait, et rester comme en attente de quelque chose d'autre qui allait arriver, et alléger cette charge trop lourde à porter pour 2 vieux cœurs. Mais les jours passèrent, et l'attente laissa place à la résignation. Cette résignation sans espoir des vieilles personnes qu'on prend parfois à tort pour de l'apathie. Parfois c'était tout juste s'ils échangeaient un mot, car maintenant ils n'avaient plus rien à se dire, et leur journée était longue et fatigante. Environ 1 semaine plus tard, le vieil homme, s'éveillant soudain en pleine nuit, étendit le bras et réalisa qu'il était seul au lit. La pièce était plongée dans les ténèbres, et par la fenêtre, il entendait sa femme qui tentait de réprimer ses sanglots. Il s'assit sur le lit et écouta. « Reviens, dit-il tendrement. Tu vas prendre froid. »« Il fait plus froid pour mon fils là où il est, » dit la vieille femme qui se remit à pleurer. Il finit par ne plus entendre ses sanglots. Le lit était chaud et il tombait de sommeil. Il somnola d'abord par intermittence, puis s'endormit tout à fait. Soudain, il fut réveillé en sursaut par un cri terrible que poussa sa femme. « La patte !» criait-elle frénétiquement. « La patte de singe !» Il sursauta, inquiet. « Oh, où est-elle ? Qu'y a-t-il » Elle traversa la chambre en titubant pour le rejoindre. « Donne-la-moi, » dit-elle calmement. « Tu ne l'as pas détruite. »« Elle est en bas, au salon, sur le manteau de la cheminée, » répliqua-t-il effaré. « Pourquoi ?» Elle criait et riait en même temps, et se pencha pour l'embrasser sur la joue.
Je viens seulement d'y penser, dit-elle hystérique. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Pourquoi n'y as-tu pas pensé? Penser à quoi? Les 2 autres vœux, répondit-elle. Nous n'en avons fait qu'un. Cela n'a-t-il pas suffi? Demanda-t-il férocement. Non, s'écria-t-elle triomphante. Nous allons en faire un autre. Descends vite la chercher et notre garçon revivra. Le vieil homme s'assit dans son lit et rejeta les draps, tremblant de tous ses membres. Bonté divine, tu es folle! Cria-t-il horrifié. Va la chercher, dit-elle haletante. Vas-y vite et fais un souhait, oh mon garçon, mon garçon. Son mari gratta une allumette et alluma la bougie. Retourne au lit, dit-il d'une voix mal assurée. Tu ne sais pas ce que tu dis. Le premier vœu a été exaucé, dit la vieille femme fiévreusement. Une coïncidence, asséna le vieil homme. Va la chercher et fais un vœu, dit la vieille femme, frémissante d'excitation. Le vieil homme se retourna et la regarda. Sa voix tremblait. Il est mort depuis 10 jours. Et même sans cela, il... Je ne t'en dirai pas plus, mais... Je n'ai pu le reconnaître qu'à ses vêtements. Si c'était tellement insupportable de le voir alors, qu'en sera-t-il maintenant? Ramène-le. Ramène-le, s'écria la vieille femme, en le traînant vers la porte. Penses-tu que j'ai peur de l'enfant que j'ai mis au monde? Il descendit dans les ténèbres, trouva son chemin jusqu'au salon, puis jusqu'au manteau de la cheminée. Le talisman était à sa place. Mr. White prit d'une abominable terreur. Et si le vœu, pas encore formulé à haute voix, lui avait déjà ramené son fils mutilé, là, devant lui, avant qu'il ne puisse s'enfuir de la pièce. Il retint son souffle quand il réalisa que dans le noir, il avait perdu la direction de la porte. Le front couvert d'une sueur glacée, il parvint à faire le tour de la table et progressa à tâtons le long du mur, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans l'étroit passage, tenant la chose malsaine à la main. Même le visage de son épouse semblait avoir changé lorsqu'il rentra dans la chambre. Elle était blanche et pleine d'espoir, et il fut effrayé de percevoir quelque chose de surnaturel dans le regard qu'elle lui lançait. Il avait peur d'elle. « Fais le vœu !» cria-t-elle d'une voix forte. « C'est de la folie, et c'est mal, » bafouilla-t-il. « Fais le vœu, répéta sa femme. Il leva la main. « Je souhaite que mon fils soit à nouveau vivant. » Le talisman tomba au sol. Il le regarda terrifié. Alors, tremblant, il s'effondra dans un fauteuil tandis que la vieille femme, les yeux fiévreux, marchait jusqu'à la fenêtre et remontait le store. Il resta là assis jusqu'à ce qu'il tremble de froid, jetant un regard de temps en temps à la silhouette de la vieille femme qui regardait par la fenêtre. Le reste de la bougie, qui avait brûlé jusqu'au bord du chandelier de porcelaine, projetait des ombres mouvantes sur le plafond et les murs, et finit enfin par s'éteindre dans un dernier flamboiement. Le vieil homme, constatant avec un inexprimable soulagement l'inefficacité du talisman, retourna péniblement au lit. Et 1 minute ou 2 plus tard, la vieille femme apathique le rejoignait en silence. Aucun des deux ne parlait, mais ils étaient étendus là, en silence, écoutant le tic-tac de l'horloge. Une marche craqua, et une souris trotta bruyamment dans le mur. Les ténèbres étaient oppressantes, et après être resté un certain temps couché à rassembler tout son courage, l'homme prit la boîte d'allumettes, en frotta une, et descendit chercher une nouvelle bougie. L'allumette s'éteignit au pied des marches, et il s'arrêta pour en allumer une autre. Au même moment, des coups légers furent frappés à la porte d'entrée, si furtifs qu'on pouvait à peine les entendre. Les allumettes lui échappèrent des mains. Il resta là, immobile, le souffle suspendu, jusqu'à ce que les coups se répètent. Alors il fit demi-tour et regarda rapidement la chambre, refermant la porte derrière lui. Une 3e fois, on frappa à la porte d'entrée. « Qu'est-ce que c'est » cria la vieille femme alarmée. « Un rat » dit le vieil homme, la voix tremblante. « Un rat. Il est passé devant moi dans l'escalier.
Sa femme se redressa sur le lit pour écouter. Un coup sourd résonna dans toute la maison. « C'est Herbert !» dit-elle. « C'est Herbert !» Elle bondit vers la porte, mais son mari la devança et, l'attrapant par le bras, il la maintint fermement. « Que vas-tu faire ?» chuchota-t-il d'une voix rauque. « C'est mon garçon, c'est Herbert !» dit-elle, se débattant machinalement. « J'avais oublié que c'était à 2 miles d'ici. Pourquoi me retiens-tu ? Allons-y ! Je dois aller ouvrir la porte. »« Pour l'amour de Dieu, ne le laisse pas rentrer, » dit le vieil homme en tremblant. « Tu as peur de ton propre fils » cria-t-elle en se débattant. « Laisse-moi y aller. J'arrive, Herbert, j'arrive. Je viens. » Il y eut un autre coup, puis encore un autre. La vieille femme, d'une torsion soudaine, se libéra et se précipita hors de la chambre. Son mari la suivit jusqu'au palier, l'appelant tandis qu'elle dévalait les escaliers. Il l'entendit retirer la chaîne et manœuvrer le verrou lentement et avec difficulté. Puis la voix de sa femme, tendue et haletante. « Le verrou !» cria-t-elle d'une voix forte. « Descends, je n'y arrive pas. » Mais son mari était à 4 pattes, cherchant à tâtons sur le sol la patte de singe. Si seulement il pouvait la retrouver avant que la chose ne rentre. Les coups frappés à la porte devinrent un véritable tumulte qui se répercuta dans toute la maison. Et il entendit le grincement d'une chaise que sa femme plaçait dans le passage devant la porte. Il entendit le craquement du verrou, et au même moment, il trouva la patte de singe. Et frénétiquement, il énonça son 3e et dernier vœu. Les coups cessèrent soudainement, même si leur écho emplissait encore la maison. Il entendit qu'on enlevait la chaise et que la porte s'ouvrait. Un vent froid s'engouffra dans l'escalier. La femme poussa un long gémissement de déception et de désespoir, qui donna à son mari le courage de descendre la rejoindre, puis de franchir le portail. La lueur tremblotante du réverbère éclairait une rue silencieuse et déserte.